Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment central du syllabus ISTQB Manager de test, les fameuses métriques. Mais attention, l'idée c'est pas de se noyer dans la théorie. Non, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment des chiffres a priori un peu froids peuvent devenir nos meilleurs alliés pour prendre les bonnes décisions, pour rassurer les équipes et surtout pour livrer un produit de bien meilleure qualité. Alors, pour commencer, mettons tout de suite les pieds dans le plat avec une question essentielle. C'est une question type qu'on retrouve à l'examen, mais en réalité elle nous concerne tous les jours. Au fond, pourquoi est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est juste pour remplir des rapports ou est-ce qu'il y a un but bien plus profond derrière tout ça? C'est ce qu'on va creuser. Et voilà la réponse. Elle est à la fois simple et incroyablement puissante. On mesure pour suivre l'avancement et pour savoir si on atteint nos objectifs. C'est un peu comme le GPS de notre projet. Il ne nous dit pas seulement où on est, mais il nous dit aussi si on est sur la bonne route et à quelle heure on va arriver. Sans ça, franchement, on navigue complètement à vue. Voici le programme que je vous propose. On va commencer par les bases. Pourquoi les métriques sont-elles si essentielles? Ensuite, on ouvrira ensemble la boîte à outils pour voir ce qu'il y a dedans. Après, on passera à l'action, comment on pilote concrètement avec ces données et comment on raconte la bonne histoire aux bonnes personnes. Et tout ça, ça nous amènera à l'objectif ultime, aller au-delà des chiffres pour construire la confiance. Allez, première étape. Et c'est là qu'on fait un vrai saut qualitatif. On quitte la gestion à l'instinct, les fameux « je pense que » ou « j'ai l'impression que » pour entrer dans une nouvelle ère, celle de la décision basée sur des faits. On remplace la supposition par des éléments concrets. Franchement, cette image, elle est parfaite. Gérer un projet de test sans métrique, c'est vraiment comme être un pilote d'avion en pleine tempête, sans aucun instrument de bord. On est complètement aveugle. On ne sait pas où on va, on ne connaît pas notre vitesse, ni notre altitude. Les métriques, eh bien, ce sont nos instruments de bord. C'est ce qui nous donne la visibilité pour garder le cap et atterrir en toute sécurité. Bon, maintenant qu'on a bien compris que mesurer c'est vital, la question logique c'est quoi mesurer? Et là, attention, il n'y a pas de métrique magique qui résout tout. Il faut plutôt voir ça comme une boîte à outils. On n'utilise pas un marteau pour visser une vis, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil ici. L'indicateur parfait pour le début d'un projet sera peut-être totalement inutile à la fin. Et regardez ce tableau, c'est l'illustration parfaite de cette idée, encore une fois tirée d'une question d'examen. C'est très parlant. Pendant que le projet bat son plein, on pilote avec des indicateurs en direct, comme la couverture des risques ou le nombre de défauts critiques. C'est notre radar en quelque sorte. Mais à la fin du projet, pour la phase de clôture, on change d'outil. On passe à des indicateurs de bilan. On compare le planifié au réalisé pour capitaliser, pour apprendre de nos succès, mais aussi de nos erreurs. Donc le message à retenir ici, il est simple, le contexte est roi. Avant même de choisir une métrique, la seule question qui vaille, c'est quelle décision est-ce que cette donnée va m'aider à prendre? Si une métrique n'a pas de but précis, elle ne sert à rien, c'est juste du bruit. Ok, on a notre boîte à outils, on sait qu'il faut choisir le bon. Maintenant, il est temps de la mettre au travail. C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est le moment où des chiffres sur un rapport se transforment en véritable levier pour piloter le projet au jour le jour. Ah, ça c'est un cas d'école, un grand classique. On a un manager qui a un mauvais pressentiment. Vous voyez, le problème de fond, ce n'est pas un chiffre, c'est un sentiment d'insécurité. Sa demande de meilleures métriques, ce n'est pas vraiment une demande technique, c'est plutôt un appel à l'aide pour retrouver la confiance perdue. Alors, plantons le décor. On a une équipe stable qui se connaît bien. On sait qu'il y a des soucis externes avec le matériel. Et surtout, il y a ce doute qui vient de la direction sur la couverture des risques. La demande est volontairement floue de meilleures métriques. Mais qu'est-ce que ça veut dire meilleur au juste? Et c'est là qu'on passe au niveau supérieur. La solution la plus fine, ce n'est pas de produire plus de chiffres, mais de produire des chiffres plus intelligents. Au lieu de se contenter de compter les cas de tests exécutés, on va mesurer quelque chose de beaucoup plus subtil, la confiance de l'équipe. Imaginez demander au testeur, sur une échelle de 1 à 5, à quel point es-tu confiant sur la couverture de ce risque? C'est une donnée qualitative, mais elle change absolument tout. Avoir les bonnes données, c'est une chose, mais savoir les utiliser, c'en est une autre. Et ça passe par la communication. Parce que les métriques, ce n'est pas un outil réservé au manager de test dans son coin. Non, c'est le langage qu'on va utiliser pour raconter une histoire claire et convaincante à toutes les parties prenantes, à ceux qui décident de l'avenir du projet. Allez, on change complètement de décor, on quitte un environnement un peu flou pour entrer dans le monde ultra formel et réglementé de la banque. Ici, pas de place pour l'improvisation ou l'agilité, on est sur un modèle séquentiel, très carré, où chaque document compte, chaque euro est tracé. Les parties prenantes ne sont pas juste des managers, ce sont aussi parfois des auditeurs, des régulateurs. L'erreur n'est tout simplement pas une option. Ce cadre hyper structuré, il dicte actuellement tout. L'improvisation est bannie. Le reporting doit donc être une véritable armure, complet, précis, indiscutable. Omettre une seule information clé peut avoir des conséquences financières ou même légales très graves. Ici, la différence est flagrante. Mettons-nous à la place d'un directeur dans cette banque.
Un rapport qui ne parle pas des coûts, ça ne l'intéresse pas. Il a besoin de savoir si on tient le budget. Un rapport qui ne mentionne pas les risques produits, c'est inutile. Il doit savoir si le business est protégé. Le bon reporting, ce n'est pas celui qui est juste pour l'équipe de test. C'est celui qui répond aux questions critiques des décideurs. On arrive maintenant à la dernière partie, et c'est le moment de prendre un peu d'auteur. Après avoir exploré le pourquoi et le comment, on va voir la finalité de tout ça. Parce qu'au fond, les métriques, ce n'est pas le but du jeu, ce n'est qu'un outil pour atteindre un objectif bien plus grand, bien plus important. C'est exactement ça, le véritable pouvoir des métriques. D'un côté, des données claires, transparentes et pertinentes créent un climat de confiance, on sait où on en est. De l'autre, des données qui mettent en lumière des points faibles, eh bien elles créent des opportunités. L'objectif n'est pas de juger le passé, mais de se donner les moyens de construire un meilleur avenir. Alors, si on devait résumer, que faut-il retenir ? Premièrement, les faits valent mieux que les opinions. Les métriques nous donnent une base objective. Deuxièmement, le contexte dicte les outils. Il n'y a pas de solution unique. Troisièmement, les données doivent raconter une histoire intelligente pour ceux qui nous écoutent. Et enfin, le but ultime, ce n'est pas la donnée pour la donnée, c'est de bâtir la confiance et de s'améliorer continuellement. Et je vais finir en vous retournant la question. Prenez un instant pour regarder vos tableaux de bord, vos rapports. Est-ce qu'ils mesurent vraiment ce qui compte? Ou est-ce qu'ils mesurent simplement ce qui est facile à mesurer? Est-ce qu'ils vous aident à raconter la vraie histoire de la qualité de votre projet? La réponse pourrait bien changer votre façon de travailler. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.